merci de vous être inscrit, de participer à ce petit atelier concernant les packages de rémunération, la rémunération des dirigeants. Donc, c'est un petit atelier organisé entre la commission management et le cabinet Oasis ils vont se présenter d'ici une seconde. L'idée était d'avoir une espèce d'overview sur qu'est-ce qui se pratique aujourd'hui en termes de rémunération. Afin qu'on puisse, nous, se situer en tant que directeur juridique au sein de nos comités de direction, comités exécutifs, et déterminer si, en faisant aussi un focus sur les quelques études que l'on a sur la rémunération des directeurs juridiques, voir si on est en phase avec nos camarades des comités. Donc moi, je suis Marie-Bethue Dagen, je suis responsable de la commission management avec Nathalie Debert qui est en train de ramer pour se connecter. Non, je suis là, tout va bien. Ah, t'es là, voilà, en plus on te voit. Et pour ceux qui nous connaissent un peu, qui nous pratiquent, donc ça doit faire 2 ans maintenant que je m'occupe de la commission management. Par contre, il faudrait que Laetitia se mette sur mute parce que Laetitia nous parasite. Je l'ai désactivé, voilà. Donc, je m'occupe de la commission management jusqu'à maintenant avec Sylvestre Dombre qui a arrêté de s'en occuper puisqu'il écrit un livre, donc il n'avait plus tellement le temps. Et maintenant, j'ai le plaisir de travailler avec Nathalie que je laisse se présenter. Bonjour à tous, donc Nathalie Debert. Je suis ravie absolument de vous rejoindre avec Marie qui a déjà bien lancé avec Sylvestre le programme de cette année. Et donc, je suis ravie de me présenter aujourd'hui avec Oasis et de lancer cette étude sur la rémunération des directeurs juridiques. Je pense qu'effectivement, c'est très utile de pouvoir se positionner aussi par rapport à nos collègues des COMEX ou CODIR. Voilà, bonjour à tous. Nous laissons la parole maintenant à Oasis et Claude et Eric qui vont se présenter et nous expliquer ce que fait Oasis et comment ils ont réalisé cette étude. Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors, je suis Claude Mulsan. Alors j'essaie de voir comment on passe les slides. Voilà, je suis Claude Mulsan. Oasis, c'est un cabinet RH qui travaille sur l'accompagnement des transformations des entreprises et des hommes dans les entreprises. Et donc, je suis avec mon collègue Eric Lhomme qui a réalisé une étude sur les rémunérations des dirigeants et qui va se présenter. Puis après, je vous dirai 2 petits mots de moi. Eric, je te passe la main. Merci, Claude. Vous m'entendez bien? Parce que comme tout à l'heure, on avait des problèmes de micro. Donc, c'est parfait. Bon, parfait. Eric Lhomme, donc Oasis Mobilisation. Moi, je suis là pour développer des activités de conseil en ressources humaines. Et c'est dans le cadre de ces activités qu'on a été amené à faire, pour des clients d'abord et puis après de façon plus globale, une étude sur, on va dire, les packages de rémunération dirigeants. Et donc, c'est celle-ci que je vais vous présenter ce matin. D'accord. Voilà, et moi, je suis Claude Mulsan, je dirige la practice juridique au sein d'Oasis. J'ai un triple formation et parcours, puisque j'ai été dans le juridique pendant 12 ans, dans les RH pendant 15 ans, et maintenant, je suis coach et au sein d'Oasis depuis presque 8 ans. Et chez Oasis, j'accompagne les directeurs juridiques et les secrétaires généraux dans du coaching et dans des repositionnements professionnels. Voilà. Et j'ai eu le plaisir en 2019 de faire avec la FJE et le SAC Montesquieu le petit opuscule que vous avez probablement lu sur directeur juridique à mi-carrière. Voilà. Donc, on va. Je recommande la lecture au passage qui est super. Peut-être que Claude ou Eric pourront envoyer le lien dans le chat parce que c'est super intéressant. Oui, il se trouve sur notre site internet. Effectivement, je vous enverrai le lien tout à l'heure. D'accord. Vous aurez bien sûr les slides de ce webinaire, donc ne vous inquiétez pas, on les transmettra au Cercle Montesquieu. On a prévu donc de parler de 3 choses. Très rapidement, un petit rappel sur le positionnement des directeurs juridiques qui est en pleine évolution et ça a des incidences puisqu'ils font partie maintenant des dirigeants, ce qui était peut-être moins le cas il y a un certain nombre d'années. Et puis après, on terminera sur effectivement des pratiques de rémunération sur les directeurs juridiques au sein des directions. Voilà. Puis un moment d'échange. On voulait commencer donc juste sur un petit rappel très court sur le positionnement des directeurs juridiques dans des entreprises. Et là, on part justement sur l'étude DJ à mi-carrière qui a eu lieu en 2019 où on avait posé des questions aux participants de cette étude. Il y avait eu plus de 200 de répondants.
Effectivement, ils avaient répondu 55% qui faisaient partie d'un COMEX ou d'un CODIR. Et quand on posait la question sur les intentions de recrutement, les recruteurs disaient qu'à 65%, ils imaginent bien que les personnes qu'ils allaient recruter seraient au CODIR ou au COMEX. Donc, on est vraiment dans une profession en pleine évolution qui connaît un peu l'évolution qu'on a pu connaître, par exemple, dans les RH il y a quelques années, où petit à petit, les RH ont pris leur lettre de noblesse et maintenant sont systématiquement au CODIR. Et les juristes en France étaient un peu en retard là-dessus et on voit qu'il y a un rattrapage qui se fait et d'où l'intérêt pour nous que vous connaissiez un petit peu les pratiques de rémunération qui se placent pour les dirigeants. Et puis, si on veut également avoir juste un petit focus parce que ça a de l'incidence par rapport aux rémunérations, quel est le profil un peu type d'un directeur juridique. Le directeur juridique à 98% a plus de 10 ans d'expérience et à 52% plus de 20 ans d'expérience. Ce sont majoritairement des personnes entre 35 et 45 ans et la médiane est à 40 ans. Et la plupart le sont devenus entre 30 et 35 ans. Et puis, on devient difficilement directeur juridique après 45-50 ans. Par contre, on peut changer de poste pour prendre un nouveau poste de directeur juridique dans une autre entité. Mais si on n'a pas été directeur juridique à 50 ans, c'est très difficile de le devenir à ce moment-là. Et puis, on a un rattachement au DAF qui est encore fréquent, même s'il est en diminution, mais qui effectivement, quand on est rattaché au DAF, on est rarement au comité, au CODIR. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, ce rattachement soit de moins en moins fréquent. Voilà, juste pour vous donner un petit rappel sur cette profession, votre profession qui est en pleine évolution. Et je passe la main à Eric pour qu'il nous parle de la rémunération des dirigeants. L'enquête, très bien. Bon, allons-y. Donc, premier slide pour un peu présenter notre panel. Donc, c'est une étude que nous avons menée entre 2020 et 2021 sur une cinquantaine d'entreprises. Alors, elles étaient, vous voyez, assez équilibrées en termes de répartition entre le monde industriel et le monde tertiaire. Dans leur taille, on avait à peu près, on va dire, c'est plutôt des grosses ETI, c'était notre ETI, était notre cible. Nous ne voulions pas faire une étude sur des entreprises de type CAC 40, puisque bon, là, les rémunérations sont tout de suite particulières pour les dirigeants et donc peu représentatifs au final de la réalité globale de cette population. Et quand on a travaillé sur cette notion de dirigeant, qu'est-ce qu'on a mis dedans? Alors, on a mis bien sûr les gens qui sont en position de mandataire social, que ce soit des mandataires salariés ou des mandataires en propre, puis tous les membres des CODIR et tous les membres des COMEX. Alors, on a vu que là, bien sûr, il y a des effets de taille des fois qui jouent ou des effets de politique. Le COMEX est plutôt plus restreint que le CODIR. C'est quand même cette caractéristique-là, mais on verra qu'après, il n'y a pas forcément beaucoup de différences. Et puis, on a rajouté les directeurs des entités ou de filiales qui sont parfois rattachés et qui peuvent faire partie de cette équipe-là. En fait, tous les gens qui ont une responsabilité sur une activité particulière et avec un périmètre bien large. Bon, voilà la caractéristique du panel qui a été travaillé. Alors, regardons. Juste une petite précision, Eric, parce que ça nous avait été posé lorsqu'on a préparé la réunion. Quand on parle de dirigeant, on ne parle pas au sens juridique du dirigeant, tel que, par exemple, on peut décrire le dirigeant dans la loi sur les 35 heures. On Exactement. est vraiment voilà, sur… C'est plutôt un positionnement dans l'entreprise, tel qu'il a été rappelé là, mandataire, membre de CODIR et de COMEX. Tout le monde n'a pas forcément le statut de cadre dirigeant dans les entreprises, effectivement. Puisque là, ça renvoie plus au rapport au temps et parfois, on peut être cadre dirigeant sans être vraiment dirigeant. Bon, il y a beaucoup de pratiques par rapport à cela. Allons-y, Claude, passons donc à la première. Donc, qu'est-ce qu'on a vu comme caractéristique première du package des rémunérations des dirigeants? C'est ça qui était intéressant. Bon, bien sûr, il y a toujours un salaire de base, c'est pour ça qu'on est parti du 100%. Et ensuite, on a trouvé deux éléments qui revenaient systématiquement. C'est d'une part ce qu'on pourrait appeler le bonus annuel et d'autre part la voiture de fonction. Alors, ça, c'est pourquoi on le met en point un peu saillant. C'est parce qu'effectivement, on a des cadres supérieurs qui ont aussi des voitures de fonction, mais ce n'est pas systématique, alors que dans les populations dirigeantes, telles qu'on a pu les observer dans cette étude, on voit que c'est quasiment systématique, dans des formes qui peuvent être variées, mais ça donne au moins la caractéristique du package. Après, les deux autres éléments que l'on peut retrouver de spécifiques, ça va être d'une part ce qu'on appelle des bonus pluriannuels, c'est-à-dire en fait
des sommes ou d'autres formules qui permettent une rémunération, mais dont l'échéance n'est pas à l'année, mais sur plusieurs années. Hein. Pour l'obtenir, il faut attendre plusieurs années. Et puis, des plans retraite particuliers qui viennent en complément, on va dire, de la retraite complémentaire telle que nous la connaissons pour tout le monde. Voilà, ça, c'était un peu les caractéristiques premières de cette population. On avait ce triptyque de tête, salaire, bonus annuel et véhicule de fonction, puis ensuite pluriannuel et plan retraite. Rentrons dans le détail. Alors, on a demandé bien sûr si ce package était spécifique, et oui, effectivement, il est spécifique. On voit que par rapport à la population des cadres supérieurs, 66% des interrogés nous disent oui, nous, le package qu'on a pour les dirigeants, ce n'est pas le même. Donc, en fait, la différence, elle est là, et on la voit, cette différence, soit parce que ce n'est pas les mêmes composantes. Hein. Par exemple, il n'y a pas de bonus pluriannuel en règle générale pour des populations de cadres supérieurs. Ça se voit pour les montants, notamment les montants de bonus ou les montants de salaire, ou les modes d'attribution des bonus, on y reviendra, dans la composition même de la façon dont, on va dire, la mécanique s'opère pour décider si on a quelque chose ou on n'a rien. On voyait également qu'effectivement, on a une logique de croissance de la rémunération en termes de volume. Hein. Alors, dans les structures où COMEX et CODIR sont hiérarchisés, on voyait très globalement que les membres CODIR sont plutôt moins payés que les membres COMEX, et les mandataires en tant que responsables de l'entreprise au sens fort du terme sont bien sûr plus payés que l'ensemble. Donc c'est une structure de rémunération assez classique, avec forcément une grosse influence de la taille et du secteur. Il y a des secteurs qui payent plus que d'autres. Hein. Les assurances, par exemple, c'est des secteurs traditionnellement mieux rémunérateurs que d'autres. La pharmacie, ça peut l'être aussi. Et donc, on voit forcément des variables. Ce qui est toujours intéressant de repérer, c'est que le montant du salaire, c'est quelque chose sur lequel on ne trouve pas de loi un peu, on va dire, très clair. Il peut y avoir le secteur, la rareté de la fonction qui font qu'à un moment donné, il y a des variations un peu fortes. Mais les moyennes étaient là, donc on a mis des fourchettes un peu globales pour caractériser les positionnements. Si on va plus loin et qu'on regarde les bonus annuels des dirigeants, ce qui nous a sauté aux yeux, c'est qu'en fait, on verra que les montants, bien sûr, sont plus conséquents que ce que l'on peut trouver au niveau d'un... C'est une rémunération globale, mais elles sont supérieures, on va dire, à celles qu'on peut trouver pour des cadres supérieurs, hein, puisqu'on est dans les CODIR, on était entre 15 et 30% du salaire de base, et dans les COMEX et mandataires, de 30 à 40%. Donc, c'est quand même là des sommes conséquentes. Et surtout, ce qu'on a vu qui était très différenciant, c'est que dans ces structures de rémunération dirigeants, les objectifs collectifs sont supérieurs en poids et en nombre aux objectifs individuels. Ça, c'est déjà le premier point, et un peu corollaire de l'ensemble, puisque c'est les objectifs collectifs. On a beaucoup plus d'objectifs quantitatifs que d'objectifs qualitatifs, le qualitatif étant naturellement des objectifs de type projet, etc. Le quantitatif étant des objectifs qui s'appuient sur des ratios. Donc ça, c'est une caractéristique. Le dirigeant porte avec ses collègues l'entreprise, donc forcément, les objectifs qui lui sont alloués dépassent son simple périmètre. Il est en vert là. Son simple périmètre. Continuons à descendre un peu cette caractéristique. Eric, il y a une question. Est-ce que dans le mot rémunération, on parle bien du package, pas simplement du salaire de base, hors avantages et bonus? Oui, bien sûr. Je pense que c'était dans la slide précédente, hein, sur les 90 à 350. Oui, tout à fait. C'est bien le package global. Oui, bien sûr. C'est le package global, puisqu'on raisonne depuis le début en composantes qui forment la rémunération globale du salarié. Oui, tout à fait. Allons plus loin. Donc, on voyait donc, comme je le disais à l'instant, que sur les objectifs collectifs, on est sur des trucs assez classiques, des résultats financiers, du chiffre d'affaires, quelques objectifs un peu environnementaux qui commencent à apparaître. Alors, aujourd'hui, on dit que dans les structures de type CAC 40, il y a toujours maintenant des objectifs green, comme on dit, hein, ou RSE, hein, qui sont en train d'apparaître. Dans les ETI, ça commence, ce n'était pas la dimension première, mais c'est une tendance normalement. Pour ces populations-là, on devrait voir apparaître beaucoup plus d'objectifs RSE ou de type environnementaux pour rééquilibrer les natures de critères retenus. Et si on regarde les objectifs dits individuels ou plutôt qualitatifs, on voyait que, à 42%, ce sont des problématiques de management,
projets, grands projets. Généralement, c'est des projets transverses dont l'un prend en charge l'animation et la coordination. Ça peut être aussi des éléments relatifs à la relation client et l'impact qu'on peut avoir dans la population client. Donc, on a des choses assez classiques là, hein, mais le collectif, c'est plutôt du résultat financier. Le projet, c'est plutôt du résultat management. Enfin, le qualitatif, pardon, c'est plutôt du résultat management. Et oui, Eric, un objectif individuel en termes de management, ça se formalise comment, par exemple? Ça peut être une montée en compétence de l'équipe, ça peut être la transformation d'une organisation plus locale, si vous voulez, hein, au niveau optimisation d'un fonctionnement. Ça peut être, par exemple, l'implantation d'un système technique particulier et sa réussite, quoi. Ok, merci. Vas-y, Claude. Voilà. Alors, ce qu'on a vu également, c'est que dans ces bonus annuels, en règle générale, il y a une question, c'est comment gère-t-on la surperformance, hein, si la personne va au-delà de son objectif, comment est-elle rémunérée? Alors, pour les dirigeants, les choses sont plus, on va dire, variables que pour des cadres sup. Pour les cadres sup, généralement, c'est une formule technique qui est à l'intérieur de l'attribution du bonus. Hein. En règle générale, on dit ça va au-delà de 100%. On a qualifié comment on passe de 100 à 120% en moyenne. Là, on voyait qu'on garde encore la notion de prime exceptionnelle, hein, c'est-à-dire qu'il y a une part du diable, c'est le président qui va faire quelque chose, un geste particulier par rapport à la personne de son entourage qui a fait quelque chose de mieux que l'attendu, on va dire. Sinon, après, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être pris en compte dans la gestion de la carrière, une progression, soit de la rému au global, soit de la responsabilité, par exemple. Et puis sinon, on avait des majorations de bonus et des hausses de fixe à peu de niveau. Quand on est dans la gestion de la surperformance, les échelles, en règle générale, notamment quand c'est des majorations de bonus, étaient dans la moyenne de ce qu'on rencontre habituellement, c'est-à-dire de 110 à 125 hein, pour le montant. Et puis parfois au-delà, mais vous voyez, c'était vraiment peu de gens, 71% plutôt de la totalité, je dirais. Comme cette pratique courante, c'est une formule classique qui permet de savoir comment, au-delà du 100%, on est rémunéré. Est-ce que c'est linéairement de 100 à 125% qu'on prend des points ou est-ce que c'est par palier? Bon, là, toutes les formules sont possibles, mais il y a cette idée d'intégrer ça dans le système technique. Vas-y, Claude. Alors, l'autre outil différenciant, j'ai envie de dire, par rapport à des cas de sup qu'on rencontrait classiquement, c'est ce qu'on a appelé les bonus pluriannuels. Alors, de quoi était-il fait? Alors, il y avait encore un tout petit peu de fameux stock options, mais c'est vraiment une pratique qui aujourd'hui est en voie pas de disparition, mais de forte décroissance. Il y a aussi ce qu'on appelle des cash plans. Le cash plan, c'est en fait un bonus financier, c'est-à-dire une somme d'argent qui ne va pas vous être donnée annuellement, mais qui va être donnée au bout de 2 ou 3 ans si vous atteignez un certain nombre d'objectifs classiques. Alors, l'intérêt de cette chose-là, c'est que c'est facile à monter, mais par contre, l'inconvénient pour ces populations qui ont des niveaux de salaire importants, c'est que c'est imposable comme du revenu. Donc, c'est une formule qui est à la fois attrayante par sa facilité de mise en œuvre, mais souvent compliquée à vendre, entre guillemets, parce qu'elle vous fait peut-être, quand on est au-delà de 40% d'imposition, on voit bien qu'il faut que la somme soit conséquente pour qu'il en reste un peu quelque chose. Alors, il y a beaucoup plus de recours au plan d'attribution d'actions gratuites, hein, donc aux fameux PAGA, comme on dit, qui sont vraiment la formule qu'on peut trouver pour ces dirigeants. Alors, ça peut être des vraies actions ou ça peut être des actions qui sont montées dans des dispositifs assez compliqués qui permettent de ne pas diluer le capital de l'entreprise, mais d'avoir une implication du management dans son développement. En fait, l'idée, hein, c'est d'associer plus la rémunération du dirigeant à la création de valeur. Et qu'est-ce qui mieux la symbolise que la progression du cours de l'action? C'est vraiment cette logique-là qui est recherchée. On voit que les montants peuvent être assez conséquents, hein, 20 à 40% du salaire de base qui peut constituer ce bonus pluriannuel. Et en règle générale, vous voyez que il y a une répartition à peu près à 60%, un peu plus de 70%, qui est entre 3 et 4 ans pour le délai, on va dire, de réalisation du bonus. Alors, l'objectif indirect, c'est création de valeur et association à cette création de valeur et fidélisation du dirigeant, puisque
il ne touchera pas la somme avant le délai de 3 à 4 ans. Donc ça oblige qu'il soit jusqu'au bout de ses politiques et qu'il soit là, pas comme une étoile filante, mais qu'il construise avec l'ensemble du collectif l'évolution de l'entreprise. Donc ça, c'est un peu les objectifs cachés et pourquoi il y a ces délais. Vas-y Claude, je t'en prie. Le déclenchement, c'est comme un bonus classique, hein, il y a une cible de performance, en règle générale elle est financière, on reviendra dessus, et puis on va vérifier si on a quelque chose. Alors, des fois c'est un indicateur indirect du type est-ce qu'on progresse dans les EBITDA par exemple, ou d'autres fois c'est directement le cours de l'action qui va, c'est plus rare, mais qui va justement, on va dire, organiser le suivi de cette progression. La majorité des cas, c'était de la performance financière classique, hein, vous voyez, 83% pour le faire. On voyait des différences dans les catégories de dirigeants qu'on a identifiées, c'est-à-dire COMEX, CODIR et mandataires principalement. En fait, souvent, plus on est haut, plus le montant va augmenter. Les critères, non, puisque c'est des critères collectifs. Donc, c'est plutôt un problème, enfin, pas un problème, mais on va dire le mandataire aura un bonus pluriannuel supérieur aux membres du COMEX, il est supérieur aux membres du CODIR. C'est un peu comme ça qu'on peut traduire cette caractéristique. Sur les autres plans, oui, vas-y, sur les autres plans, vas-y Claude. Voilà, au niveau retraite, qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, on voit que là, ce n'est pas généralisé, hein, c'était ce qu'on disait tout à l'heure, on en a eu la moitié à peu près qui n'en avait pas, mais sinon, on a une très nette disparition des articles 39, c'est-à-dire en gros ce qu'on appelle les retraites chapeaux, hein, ça ne va plus aujourd'hui, compte tenu des abus ou de la moralisation qui a été opérée il y a quelques années autour de ce sujet-là, on n'en trouve pas. Par contre, on retrouve forcément des articles 83 qui sont là pour en fait faire un complément de retraite, on va dire une fois le temps de travail terminé. Inversement, enfin pas inversement, mais en complément, comme les dirigeants font partie de l'entreprise, si celle-ci a des accords de participation et d'intéressement, ils en bénéficient comme les autres collaborateurs. Donc on a là un complément collectif qui revient avec les modalités qui sont les mêmes que ceux on va dire, de l'ensemble de l'entreprise, soit des distributions on va dire proportionnelles au salaire, soit des choses un peu plus compliquées, mais avec ouverture ou pas de possibilité d'abondement sur des PERCO. Bon, mais ça, c'est on va dire le dispositif de droit commun qui s'applique à l'ensemble. Enfin, sur les autres aspects… je passe. Oui, tu peux passer, oui. Sur les autres aspects, on s'est posé la question s'il y avait des avantages en nature aussi ou des choses très spécifiques. Alors, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'avantages spécifiques en nature au-delà de la voiture, hein, qui bien sûr est valorisée en avantage en nature. Il y a encore des pratiques qui peuvent un peu être des résidus de l'histoire. Par exemple, certains peuvent avoir des logements, mais c'est très rare, hein, parce que les gens n'aiment pas ça de toute façon. On a vu il pouvait y avoir des cartes d'essence avec des variations autour de la voiture. Il y a des gens qui peuvent avoir des cartes d'essence uniquement valables en semaine, d'autres qui peuvent l'avoir valable tout le temps, qui servent le péage, pas le péage. Enfin bon, il y a des subtilités, mais bon, ce n'était pas généralisé. Et puis, on s'était posé la question, parce qu'il y a une astuce pour en fait un peu défiscaliser la rémunération, la haute des rémunérations, c'est dans le Code général des impôts, pour ceux qui ont des voyages à l'étranger, on peut, on va dire, avoir des réductions qui sont liées à la prise en charge des temps et des frais qu'on a à l'étranger avec deux formules, une formule au-delà de 24 heures et puis une formule pour du plus long terme. Donc, on a vu que globalement, même si c'est d'abord, ça suppose qu'il y ait une activité internationale, donc ça réduit le panel. En plus, bon, c'est compliqué à mettre en place, donc il y a assez peu de gens qui ont ça, mais c'est toujours un élément qui est à prendre en compte dans le package des rémunérations. Ça peut commencer déjà chez les cadres sup, hein, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui serait dans le commercial à l'étranger peut bénéficier de cette chose-là, mais pour les dirigeants, ce n'est pas toujours utilisé. Donc, c'est un recours possible qui est toujours à regarder. En tout cas, il est à regarder dans le sens de rechercher des modalités qui sont, on va dire, avantageuses du point de vue de la fiscalité. C'est un élément qui en fait partie. Voilà. Alors, dernier objet qu'on avait regardé, c'était la question de la gestion de ces rémunérations. Par qui étaient-elles gérées? On sait bien que les rémunérations des cadres sup, il y a des fonctions, par exemple, spéciales, comme les compètes-bennes qui sont très impliquées quand elles existent. Le DRH est forcément à la manœuvre. Mais pour un dirigeant, qu'est-ce qui se passe? Des fois, c'est assez opaque. Alors, on s'était posé la question. Alors, on a vu que, en gros, ça reste une affaire de président, hein, principalement. Généralement, ça se joue entre le président et le DRH. Et puis, dans certains cas, quand la structure est déjà bien établie, on a le comité de rémunération qui vient en complément.
Qu'y a-t-il dedans? On va trouver principalement le DRH, des administrateurs, le président lui-même, et un peu de CNB quand ils existent, mais ce n'est pas une fonction qu'on a trouvée généralisée dans notre panel, et ce n'est pas forcément une fonction qui est présente dans ces comités tout le temps. Elles peuvent faire des études préparatoires, mais après, elle est dans une logique un peu... Là, il y a une logique d'happy few, où quand même on regarde les choses entre pairs ou entre hommes qui contrôlent la structure de la société. Donc, c'est une vision comme ça. Dernier point qu'on avait examiné sur notre sujet, c'était est-ce que tout ça va bouger? Parce qu'au moment où on a fait l'enquête, on était au début encore dans les prémices ou les réflexions sur la réforme des retraites. Donc, c'était un premier point, puisque cette réforme, alors on ne sait pas, maintenant elle va être reprise, mais je ne sais pas si elle va être reprise dans cette logique-là. Il était dit qu'au-delà d'un certain niveau de rémunération, les cotisations retraite n'étaient plus prises en compte. Donc, comme ces gens ont des niveaux de salaire très importants, on se disait les boîtes vont essayer de mettre en place des dispositifs qui permettent de gagner, on va dire, des compléments de retraite plus avantageux, puisque ce n'est plus le système ni du complémentaire ni du général qui permettra de le prendre en charge. Bon, est-ce qu'ils avaient envisagé ça? Puis après, on a été rattrapé aussi par la loi Pacte, qui avait une volonté de développer l'actionnariat et puis de faciliter les liens PERCO, PER, etc. On s'est dit peut-être que ça va relancer l'épargne salariale interne et puis changer les PER. Alors, on s'est rendu compte que ce n'était pas aussi clair que ça. D'abord, beaucoup de gens étaient satisfaits de leur dispositif, c'est 72%. Et donc, quand on leur a demandé, mais OK, à court terme, qu'est-ce que vous voulez faire quand même si c'est bien, on a vu que les deux sujets que j'évoquais à l'instant étaient étudiés, mais n'étaient pas encore des choses très prégnantes. Par contre, il y avait de l'optimisation attendue, notamment toujours autour de l'attribution des bonus et des critères qui allaient de pair avec ces bonus pour, on va dire, que ce soit plus discriminant ou plus variable, entre guillemets. Souvent, le problème des bonus, c'est qu'au bout d'un moment, on n'a pas de... Il se stabilise tout seul, donc ça devient un complément de salaire fixe. Donc le DRH dit non, c'est pas assez, on n'a pas mis les bons critères, il faut trouver d'autres critères, il faut que ça soit plus motivant pour tout le monde. Bon, quelques plans de retraite et de prévoyance, vous voyez, mais le reste, c'est vraiment pas grand-chose. Donc c'était vraiment la question de l'optimisation des bonus dans un système qu'on pensait généralement assez stable pour quelques années. Donc des packages de rémunération de dirigeants organisés autour de ces éléments clés qui sont le bonus annuel, le bonus pluriannuel, la voiture, le complément, on va dire, de retraite de type article 83. Ça, c'est des éléments qu'on revoit effectivement. Après, avec des mécaniques très, très classiques pour ce qui est du bonus annuel, intéressant par rapport à son raccrochement aux actions ou au cours de l'action pour, par exemple, les bonus pluriannuels. Et l'article 83 qui donne le complément de retraite, c'était ces éléments-là. On est sur des dirigeants salariés, ça explique ça, parce que pour la retraite, par exemple, ou la prévoyance, ils avaient tous les mêmes éléments que les salariés. On aurait été dans des structures beaucoup plus petites, où, par exemple, le dirigeant peut avoir sa famille qui travaille aussi dans l'entreprise. À ce moment-là, il peut y avoir des dispositifs très particuliers qui peuvent être mis en place, mais pas dans ce type d'entreprise qui est plutôt commune quand la boîte grossit et devient, on va dire, une ETI de bonne taille, quoi. Voilà, je pense on a terminé l'ensemble de slides qui résument notre étude. Je suis à votre disposition, bien sûr, pour toutes les questions. Peut-être qu'on les fait à la fin, comme on l'avait imaginé avec Claude. Donc, je laisse Claude poursuivre. Oui, du coup, je vous propose que maintenant, on regarde un petit peu ce qui se pratique pour les directeurs juridiques. Et bien sûr, avec le regard d'Éric qui interviendra pour faire des comparaisons avec ce que lui a repéré dans son enquête. Et donc, j'ai pris pour préparer ce webinaire, je suis allé regarder un certain nombre d'études. Alors, vous aurez les sources et si besoin, je peux les faire parvenir au Cercle Montesquieu. Il y a effectivement d'abord l'enquête du Cercle Montesquieu et de la FGE de 2020 sur les rémunérations. Alors, 2020, elle est sortie en 2020, elle a été faite en 2019. Ce sera intéressant de voir ce que va donner la prochaine enquête, puisqu'entre deux, on a eu toute l'histoire du Covid et que probablement ça a eu des impacts sur les rémunérations, sur les modes de travail, le télétravail, tout un ensemble de choses. Donc, la prochaine enquête sera certainement très, très intéressante à étudier. J'ai également trouvé deux études de Michael Page, une étude sur les salaires de 2021 et une étude de rémunération nationale de 2022, une étude sur les rémunérations de Hayes de 2022, et puis je suis allé regarder des grilles de salaire de Robert Half qui m'ont paru moins intéressantes également de 2022,
et j'ai trouvé quelques informations un peu anciennes sur le village de la justice en 2019. C'est un petit peu tout ça que j'ai essayé de compiler pour vous donner surtout ce qui me paraissait intéressant. Alors, si on regarde les rémunérations brutes annuelles, on voit que Michael Page et ce que dit le cercle Montesquieu c'est très proche. Les augmentations des juristes globalement sont en augmentation. On a là les rémunérations moyennes distinguées par PME, ETI et grandes entreprises. Et quand on regarde l'enquête A, alors qui elle parle de percentile, donc percentile, ça veut dire que par exemple ceux qui sont 25e percentile à 80 000 euros, ça veut dire que 75% des autres directeurs juridiques gagnent plus que 80 000 euros. Hein. Donc ça donne une échelle, donc ça veut dire aussi que 25% des directeurs juridiques gagnent plus que 130 000 euros. Hein. Mais ça donne, voilà, on voit quand même quelque chose qui tourne autour de 120, 130 000 euros, voilà, selon après différentes choses. Alors, quelles sont les variables? La première variable, c'est la région ou la région parisienne, c'est-à-dire que effectivement les rémunérations en région sont inférieures à ce que l'on trouve en région parisienne. Donc là, vous avez des écarts de rémunération par rapport à des postes situés en région parisienne. Donc, vous voyez que selon qu'on en est dans le nord, dans l'est, etc., on va subir une rémunération moindre. Et ça, moi qui travaille beaucoup sur le positionnement des directeurs juridiques, on voit très bien que les packages de rémunération ne sont pas les mêmes en région. Et également, le coût de la vie n'est pas le même non plus. Donc, l'un compense l'autre. Et effectivement, tout ça est impondéré en fonction des années d'expérience, de l'activité, de la taille d'entreprise, etc. Et vous avez, comme le disait tout à l'heure Eric, il y a des secteurs mieux disants et des secteurs moins disants en termes de rémunération. Par exemple, la banque, la finance, les assurances, c'est plutôt très bien disant. La pharma est toujours en tête de peloton quand on parle de rémunération. Par contre, effectivement, la grande distrie est toujours en queue et les personnes qui ont envie de faire du RSE, etc., d'aller dans le secteur du développement durable, alors là, vous divisez, vous baissez votre rémunération. On est sur des choses très, très, très basses. La taille de l'entreprise influe également. Hein. On est globalement mieux payé dans un grand groupe que dans une petite entreprise. On n'a pas les petites entreprises n'ont pas forcément les mêmes budgets, les mêmes capacités de bien rémunérer leurs collaborateurs. Pour autant, on y vit autre chose, une autre expérience qui n'est pas forcément du tout moins intéressante, parfois même beaucoup plus intéressante. On peut avoir un rapport à la prise de décision beaucoup plus rapide. Donc voilà, c'est pas seulement la rémunération qu'il faut regarder, c'est également le contenu du job et la capacité que l'on a à interférer sur la stratégie de l'entreprise. Alors là, peut-être que je peux laisser Eric le commenter parce que c'est en lien avec ce qu'il vient de nous indiquer. On voit que la voiture de fonction, on voit qu'elle est à 58%. Le smartphone aujourd'hui, effectivement, c'est une donnée assez commune pour l'ensemble des fonctions. La voiture quand même à 58%, donc ce n'est pas neutre hein, par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure. Donc les stock options encore, 27%. La retraite complémentaire ou chapeau à 18% et le 8% de bonus de rétention. Donc ça, c'est encore autre chose, le bonus de rétention. Hein, ça peut être, enfin, l'ILT que j'évoquais tout à l'heure, l'incentive long terme ou le bonus pluriannuel, comme l'on dit, ça peut en faire partie, mais là, c'est plutôt des primes qu'on remet si on reste plus de quelques années. Vous voyez, la retraite sur complémentaire, hein, c'est quand même intéressant, 18%. Oui, on est à peu près toujours dans les packages, on va dire, d'éléments en avantage complémentaire qu'on retrouve. Aujourd'hui, je ne sais plus si on peut considérer les PDA ou les smartphones ou les ordinateurs comme vraiment faisant partie de ce package, hein, parce que c'est un peu la boîte à outils de tout le monde. Par contre, la voiture reste un élément discriminant assez net, quoi, hein. Et plus on monte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus on la retrouve, quoi, voilà. Quand on est hors dirigeant, elle est là, la preuve, 58%, mais elle n'est pas forcément systématique, elle dépend de la façon dont l'entreprise gère ça. Et puis en plus, après, on a des subtilités hein, dans les voitures. C'est le type de flotte qui est géré. Est-ce que c'est des voitures d'entreprise? Est-ce que c'est des flottes? Est-ce que c'est des voitures, on va dire, à utilisation plutôt de type commercial ou d'utilisation, on va dire, permanente? Et puis après, vous avez tout un tas de subtilités dans la marque, dans la taille de la voiture, entre guillemets, ou la gamme de la voiture plutôt. Et le lieu qui se complète, c'est la carte essence qui, elle, est plus ou moins ouverte.
là aussi. Donc, on a plein de possibilités. Ce qui est un peu extraordinaire dans les rémunérations, c'est qu'en fait, il n'y a vraiment pas de limite dans les combinatoires que l'on peut imaginer, mais on voit quand même toujours des points invariants comme ceux qui sont présentés ici. Voilà. Je te laisse conclure, Claude. Donc, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas de voiture de fonction et qui sont directeurs juridiques, sachez que voilà, ça peut faire partie des prochaines négociations. C'est quand même surtout si on est au COMEX ou au CODIR, voilà. 90%. Et surtout qu'en ce moment, c'est un avantage non négligeable, hein, parce que généralement, quand vous avez une carte essence, par exemple, même si vous n'avez le droit qu'à l'essence du lundi au vendredi, c'est quand même quelque chose qui fait un sacré, un net avantage à la fin du mois. Alors après, on a regardé un petit peu, effectivement, une tendance à des packages personnalisés également qu'on voit apparaître, avec 82% des directeurs juridiques qui ont une part variable, hein, qui représente à peu près 6 à 10% de la rémunération annuelle. Je vois parfois un peu plus, mais souvent dans les gens que j'accompagne, on est effectivement autour de 10-12%, parfois 15%, mais on est dans des fourchettes comme ça. De la participation qui représente entre 0,5 et 5% de la rémunération. Donc ça, c'est assez classique et ça dépend des entreprises. Ce n'est pas tellement lié à la fonction, mais plutôt lié au système de participation qui a été mis en place dans l'entreprise. Et des indicateurs de performance dans les grands groupes, avec un pourcentage pas négligeable de critères discrétionnaires dont parlait tout à l'heure Eric. Hein. On n'est pas tout à fait au... je crois qu'Eric avait un pourcentage plus important que ça. Ouais, mais plus on important, a quand même... mais on rejoint l'idée. Il y a souvent une dimension de, moi j'appelle ça la part du diable, hein, qui aime bien être maintenue dans les systèmes de rémunération, même si on voit que la tendance est de trouver une objectivation par des critères classiques, projets ou financiers, comme on l'évoquait. Mais il y a toujours ce petit côté que le DG ou le PDG pourrait donner un petit coup de pouce. Et donc, effectivement, ça se retrouve. Voilà. Et puis effectivement, maintenant, des performances individuelles qui sont, mais vous voyez, pas encore très, très, très fréquentes, mais qui sont déjà là. Et quand on regarde les critères d'augmentation, parce que là, c'était juste simplement les critères de performance, qu'est-ce qu'on avait mis dans les packages, là, on regarde maintenant sur quels critères les personnes ont été augmentées. Vous voyez, là, l'indicateur individuel présente presque 30% des objectifs atteints, des objectifs individuels atteints. On a toujours le discrétionnaire du N+1 qui représente une part pas négligeable. Et puis, on voit apparaître les critères dont Eric parlait tout à l'heure, participation à des projets stratégiques, résultats d'entreprise encore un petit peu faiblard, hein, on peut imaginer que ça va augmenter. Et puis, effectivement, après, des politiques globales d'augmentation. Eric, tu as des choses particulières? Non, c'est logique. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que globalement, pour les cadres, pour des cadres supérieurs ou des cadres dirigeants, les logiques d'augmentation sont on va dire, en perte de vitesse. Hein. C'est souvent, on a des politiques qui peuvent même être, on va dire, distinctes. C'est-à-dire, on dit on a encore des augmentations générales pour les non-cadres, et puis dès qu'on est cadre, on a encore ou une petite part ou plus du tout. Et au niveau de fonction qu'on évoque là, généralement, il n'y a pas d'augmentation générale, on passe plutôt vers de l'individuel. C'est plutôt la logique, la tendance générale depuis maintenant les années 80 où ça a basculé, où l'individualisation est devenue, on va dire, une forte tendance des politiques de rémunération, mais elle continue dans cette voie de plus en plus aujourd'hui. Ce qui me surprend, c'est le 9% sur les résultats de l'entreprise. En fait, je pense que c'est quasiment 100% qui sont basés si l'entreprise va bien ou non quelque part. Mais ça veut dire que sur ce critère 9% sur les résultats de l'entreprise, on aurait des systèmes où automatiquement les rémunérations fixes seraient augmentées, alignées sur l'augmentation des résultats de l'entreprise. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette ligne? Je ne pense pas. Non. Ouais. Non, je pense que il faut la comprendre sur quels ont été les critères sur lesquels on s'est basé pour faire une augmentation. Voilà, mais après, c'est un peu au choix aussi du dirigeant de prendre. Oui. Ça peut rejoindre ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire en fait, on peut considérer que la personne en question fait partie du collectif qui porte l'entreprise, et donc si l'entreprise progresse, sa rémunération pourra progresser, mais c'est pas, vous voyez, c'est pas mécanique, quoi, hein, il y aura pas. C'est une condition qui favorise la décision. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Alors là, on est arrivé à la fin de nos présentations. Ça nous laisse un quart d'heure pour faire un échange. Et du coup, on avait envie de vous poser ces premières questions. Voilà. D'abord, est-ce que vous vous retrouvez dans ces études et ces analyses? Où vous vous situez au regard de vos rémunérations par rapport à tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui?
Est-ce qu'il y a évidemment des choses sur lesquelles vous avez envie d'avoir des précisions? Et si on vous donnait l'occasion de choisir, qu'est-ce que vous aimeriez voir figurer dans votre package de rémunération? Alors, peut-être la première, est-ce que vous vous retrouvez dans cette étude? Sybille, si tu parles, tu es en mute. Mais le... Ah oui. Il faut enlever votre micro, madame. Hop là. Voilà. Oui, je trouve que ça correspond à peu près à, on va dire, à mon expérience personnelle, en sachant qu'effectivement, sur la part variable, c'était, je ne me souviens plus exactement des pourcentages, mais c'était à 2/3 lié à ma performance décidée par le N+1, mais en fonction d'objectifs qu'on avait fixés lors de l'entretien annuel. Et puis 1/3 lié aux résultats de l'entreprise. Mais moi, j'ai un commentaire quand même, c'est quand on regarde les moyennes de rémunération des directeurs juridiques, même dans les grandes entreprises, on situe par rapport au slide qu'a présenté Eric dans la moyenne super basse des membres de Codir Comex. Ah oui, ouais, clairement. Ouais. On est vraiment dans la limite inférieure de… Voilà. Bon. Eric a une question aussi? Non, je disais oui, effectivement, mais parce que vous êtes encore classé dans les fonctions support, on va dire, hein, et donc forcément, elles ont un rapport à la contribution ou à la valeur ajoutée qui font qu'on pense qu'elles sont moins rémunératrices. Donc, comme disait Claude, c'est proche de la logique de la fonction RH, qui est un petit peu au-dessus maintenant peut-être, mais sinon très proche de ces chiffres-là, hein. Par contre, il peut y avoir la même structure de REM. Le niveau ne sera peut-être pas le même, le niveau de marché ne sera pas le même, mais la structure peut être identique. Ça, c'est une caractéristique. J'ai également repéré que dans la part variable, la part bonus, on va dire, était moins importante pour les DJ que pour la globalité des dirigeants que vous avez interrogés. C'est-à-dire, en gros, pour un DJ, de mémoire sur votre slide, on est à 8-10% de variables annuelles, alors que les autres, on voyait que c'était plutôt 40%. Oui, donc, vous êtes plus encore dans les catégories, on va dire, cadre supérieur à ce niveau-là, puisqu'effectivement, c'est 15%, c'est plutôt un cadre sup. Et c'est quand on… Alors, il y a des fonctions traditionnellement dans les cadres sup qui sont proches, parce que le commercial, par exemple, a toujours mieux payé sur l'aspect bonus que les autres. Bon, voilà, mais ça, c'est la logique. Mais sinon, effectivement, il y a une tendance à avoir plus que 15% quand on est 10 dirigeants, au sens où on l'évoquait ici. Et je ne sais pas si vous avez des bonus pluriannuels aussi. Oui, alors là-dessus, moi, je pense qu'il y a un élément qui est important parce qu'il faut quand même séparer la partie qui est bonus, donc le bonus annuel, avec la partie retention bonus et LTIP. Et les 8% qu'on a vus, c'était sur la partie retention. Donc, en fait, on voit qu'on a quand même un phénomène d'aspiration des directeurs juridiques quand ils sont membres de CODIR ou de COMEX. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le directeur juridique fait partie du CODIR ou du COMEX, par définition, je pense que c'est quand même très difficile de le maintenir totalement à côté des systèmes de rémunération de ses collègues. Et de ce fait, il y a forcément une aspiration qui va se faire et qui va lui permettre, d'une part, donc parce que pour moi, il y a quand même deux types de bonus. Vous avez effectivement la partie variable, donc on va dire qui est le bonus annuel, avec une partie plus importante, plus ou moins importante en fonction des objectifs personnels ou collectifs, et ça, on le retrouve d'ailleurs de façon générale pour les directions juridiques, donc y compris dans nos équipes. Donc ça, c'est clair, hein. Y a des pourcentages avec des grilles et qui sont connus de tous. Et puis ensuite, vous avez la partie qui est celle qu'on appelle le retention bonus ou le LTIP, Long Term Incentive Plan. Et là-dessus, effectivement, qui se déclenche à partir de 3, 4 ou 5 années, comme on l'a vu dans vos slides. Et cette partie-là, effectivement, je pense que c'est celle qui est peut-être aussi à creuser parce que c'est un bonus qui est relativement important, alors qu'il nécessite d'être présence effective de l'entreprise. Donc, on n'est pas garanti, mais qui est quand même assez significatif pour l'ensemble des comités de direction. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est plutôt, à mon avis, un élément assez caractéristique, hein. Exactement. Donc, dit autrement, si on veut vraiment avoir une augmentation de sa REM significative,
Ce qui est vraiment clé, je pense, c'est le positionnement de la direction juridique, parce que c'est ce positionnement qui va faire qu'il y aura un impact sur, ou pas sur la rémunération. Oui, tout à fait. Et il y a beaucoup de choses, ce que j'observe dans les personnes que j'accompagne, les directeurs juridiques que j'accompagne, c'est qu'on a un certain nombre qui sont au CODIR élargi, mais qui ne sont pas au CODIR. Et donc, du coup, quand ils passent au CODIR, là, il y a des déclenchements de rémunération qui se font. Tout à fait. Vous avez le COMEX, on va dire, avec un petit groupe plus resserré, et ensuite, vous avez le CODIR ou ce qu'on appelle aussi le Management Committee, qui est effectivement le CODIR ou CODIR élargi, où il y a plus de personnes. Effectivement, les conditions de rémunération ne seront effectivement pas les mêmes. Et là, après, toute la question ou tout l'enjeu pour les fonctions support au global dans une entreprise, par rapport à cette idée de dire si je suis stratégique, je suis donc au COMEX ou je suis donc dans les cercles plus restreints, c'est en fait une logique de quel risque on maîtrise. C'est pareil pour la fonction RH, parce que quand elle explique ce qu'elle fait, les gens disent bon, bah oui, d'accord, on dit c'est une structure de coût, généralement, mais la vraie question, c'est si on inverse le problème en disant mais si elle n'était pas là, qu'est-ce qui se passerait? Par exemple, la continuité d'activité, moi je connais bien les fonctions RH plus que les fonctions juridiques, mais la continuité d'activité par la gestion des relations sociales, c'est quand même un truc qui est assez important. Donc, c'est un peu la façon dont on valorise en fait le risque que l'on évite à l'entreprise. Donc, le juridique, par exemple, c'est quand même un élément assez plus évident en termes de risque, sur tous les contentieux, sur les enjeux de développement et les risques afférents. C'est là que la fonction peut devenir effectivement stratégique, parce que en quoi elle permet en fait le développement en évitant, peut-être pas en créant de l'argent directement, mais en évitant des surcoûts, parce qu'il y aurait un tas de choses qui ne marcheraient pas. Donc, c'est un positionnement un peu, je ne sais pas… non, mais je te rejoins. Là, tu m'ouvres un boulevard, Eric, parce que c'est un de mes grands dadas, et ceux qui travaillent avec moi savent ça, c'est qu'il n'y a chez moi pas de réalisation probante sans des chiffres. Et donc, je demande à chaque fois à mes directeurs juridiques d'être capables de me sortir les chiffres clés de la réalisation en termes de qu'est-ce que ça avait comme impact sur l'économie de l'entreprise, l'impact sur des éventuels risques évités, l'impact sur… Voilà, on peut trouver plein d'indicateurs financiers, parce qu'effectivement, en tant que le directeur juridique ne parlera pas chiffres, il sera moins entendu des membres du COMEX ou d'un directeur général. Donc, il faut absolument que la fonction juridique, si elle veut trouver ses lettres de noblesse, arrive à parler sous. Oui, est-ce qu'il serait possible d'avoir dans ce genre d'études un comparatif justement avec les autres fonctions support du type RH et autres? Parce qu'on se sert, on va discuter rémunération avec nos chefs de ce genre d'études. Si on a un benchmark qu'on a du mal, nous, à trouver, on n'a pas toujours ces accès-là, ça nous aiderait énormément. Et donc, je pense que ça nous aiderait à tirer vers le haut notre rémunération. Et puis, la deuxième chose, c'est que j'ai une question, c'est qu'on voit beaucoup dans les études des plafonnements aux alentours de 150 K euros dans les rémunérations constatées, mais on voit dans la vôtre, par exemple, ça peut monter à 300, voire au-delà. On ne sait pas très bien comment on arrive à basculer sur ces écarts de rémunération qui sont quand même assez importants. Et qu'est-ce qui pourrait nous aider à atteindre ce type de rémunération? Alors, là, c'est compliqué. Et il y a aussi Eric qui a une question qui attend depuis 10 minutes de la poser, donc nous ne l'oublions pas. Oui, merci. Merci, c'est vrai qu'il faut un peu de discipline, vous avez raison. Plusieurs choses. D'abord, en termes de structure, l'étude me paraît tout à fait intéressante. D'ailleurs, j'ai scanné le QR code tout de suite, c'est tout à fait intéressant. D'abord, en termes d'éléments de rémunération, c'est tout à fait parlant et ça correspond à ce que je vois. Deuxièmement, en termes de chiffres, c'est aussi lié à la dernière observation. Il y a quand même des variables qui sont des fourchettes, pardon, qui sont assez larges, et c'est un petit peu toujours le problème de ces études-là, mais je pense qu'on est maintenant habitué à essayer de gérer cela. En ce qui concerne les autres éléments de la rémunération, les pourcentages sur les bonus me paraissent tout à fait conformes à ce que je peux rencontrer. Aussi, le fait que les stocks options aient quasiment disparu et qu'à la place, on ait des attributions gratuites, ça, c'est aussi ce qu'on rencontre également. À ce sujet, je dois dire que, je ne sais pas pour vous, mais l'attribution d'actions gratuites, en dehors de l'impact financier, certes minoré par l'impôt, très minoré, mais en dehors de l'impact financier, je trouve que l'attribution d'actions, j'hésite pas à dire que ça procure une espèce de joie
une espèce de plaisir, une espèce de motivation qui est, je trouve, extrême sur le principe. Alors après, vous en avez 2000, 5000, 20 000, peu importe, mais je trouve que cet élément de rémunération pourrait être exploité beaucoup plus par les directions générales parce que, en tout cas en ce qui me concerne, lorsque je reçois des actions, il y a une espèce de plaisir d'appartenir à quelque chose et d'être associé à quelque chose qui est immense, même si, comme vous le savez, on ne touche pas tout de suite, puisque, bien sûr, évidemment, les plans sont à petit annuel, et en plus, l'imposition, quand même, continue à tabasser assez largement. Enfin, en ce qui concerne les attributions des bonus, ce que j'ai remarqué, c'est que plus on monte dans les hiérarchies, et donc, disons, à nos niveaux COMEX, on va dire, et plus, finalement, l'arbitraire est très, très important. Et cet arbitraire, ce discrétionnaire, pour prendre les mots un peu plus sympathiques, ce discrétionnaire est assez important, en tout cas dans l'expérience que j'en ai. Et dernière chose, et je rejoins aussi tout à fait une des dernières observations, enfin, je la rejoins indirectement, c'est qu'il y a quand même, vous avez dit que votre étude se basait surtout sur des grandes entreprises et pas obligatoirement sur des boîtes du CAC 40. En ce qui me concerne, je travaille chez Bolloré, donc je fais partie d'une boîte du CAC 40, mais la direction juridique dont je m'occupe n'est pas cotée, elle, de son côté, même si elle est assez conséquente, hein, c'est 40 000 personnes à peu près, mais elle n'est pas cotée. Donc, si j'avais un conseil à donner à nos pairs PAIRS et aux personnes qui sont peut-être en cours de modification, c'est de ne pas faire la même erreur que moi, c'est-à-dire de surtout, après, disons, 10 ans de direction juridique, peut-être, pourquoi pas, vraiment essayer de trouver un job en boîte cotée, parce que, après, ça vous intéresse pas, hein, mais bon, voilà. Mais en tout cas, la boîte cotée, ça vous donne, si votre moteur, c'est la rémunération, la boîte cotée vous donne vraiment, vraiment, vraiment une plus-value. Et c'est mon regret personnel. Merci. Du coup, ça répond peut-être en partie à la question posée précédemment. Exactement. Eric. Oui, parce qu'en fait, il est très compliqué effectivement de trouver une loi qui permet d'expliquer pourquoi, on va dire à un poste identique, on a des écarts de REM qui sont entre une moyenne qu'on a pu situer dans les études qu'a montré effectivement Claude, et puis dans celle qu'on a pu observer. Ça, c'est une caractéristique, je ne sais pas l'expliquer. Alors, comme on l'a dit, il y a des secteurs qui payent plus. Hein, il y a effectivement la logique côté par côté. Il y a des variables comme ça qui peuvent jouer. Après, il y a des politiques d'entreprise hein, qui peuvent être très, très différentes sur ces plans-là. Et là-dessus, c'est vraiment une culture, hein, des fois, qui fait ça. Il y a le job en lui-même, les logiques de responsabilité. Donc, c'est toujours très compliqué de comparer. C'est pour ça qu'on n'a pas mis le CAC 40, parce que alors là, c'est encore pire. Hein, les fourchettes, dès qu'on monte sur les dirigeants, on parle en millions d'euros sans qu'on comprenne vraiment la différence. Il y a une logique aussi d'internationalisation du marché qui, des fois, fait monter les prix de façon un peu irrationnelle. Hein, parce que, or, même si le marché, des fois, n'est pas tellement vraiment international, mais il y a des références comme ça qui arrivent. Et donc, c'est compliqué de vous donner une réponse on va dire, très, très pure. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un tas de facteurs qui interviennent, qui font qu'effectivement, il peut y avoir une moyenne telle que les études de rému annuelles là, le montrent, qu'on peut situer, d'ailleurs sur lequel on pourrait effectivement mettre en perspective les fonctions RH et les autres fonctions, parce que là, on a des éléments. Mais après, on peut avoir des sauts qui sont un peu irrationnels, ou en tout cas pas logiquement explicable de façon classique. Hein. Les effets sectoriels qu'évoquait Claude tout à l'heure sont très nets, par exemple. Hein. Si vous êtes dans les banques ou les assurances, votre rémunération globale est supérieure à la moyenne, et notamment aussi parce que les intéressements, par exemple, dont ils peuvent bénéficier sont très, très forts. Et ça, c'est structurel. La pharmacie, par exemple, paye quand même vraiment très bien, et même quand il y a des ruptures de carrière avec finance, on va dire, les départs de façon là aussi non rationnelle par rapport à une moyenne générale. Quoi, hein. Il y a un effet de secteur, quoi, et sans rapport aussi avec les logiques d'âge. Hein. C'est très, très complexe à comprendre. Ce que je vois, moi, c'est qu'il y a vraiment des logiques de politique différentes entre les entreprises, avec des choix différents qui peuvent faire qu'il peut y avoir des gros salaires ou des salaires plutôt dans la moyenne. Il y a quand même un prix de marché qui est là, quoi, hein, quand même. Moi, ce que je remarque peut-être, c'est que sur des postes plutôt franco-français, on a des rémunérations qui vont aller jusqu'à 115, ils vont plafonner à 120 €.
Dès qu'on a une vraie dimension internationale, mais une vraie dimension internationale, donc vraiment un juriste complètement bilingue qui fait des transactions internationales, on va dépasser cette barre des 120 et on va être entre 120 et 180 euros. Ceux qui dépassent les 200 K euros, qui montent à 300, c'est effectivement une marge. C'est vraiment un petit nombre et on est sur effectivement du CAC 40, on est sur des structures, des secteurs qui sont réputés comme étant plus rémunérateurs, etc. Et qui auront aussi accessoirement compris la côté stratégique de la fonction juridique dans leur organisation. Moi, je pense, je ne sais pas si vous avez des données, mais il y a une fonction à laquelle je trouve on peut se comparer, c'est les DSI, parce que ces dernières années, évidemment, enfin, il y a 20 ans, les systèmes informatiques, c'était le parent pauvre aussi, un peu comme nous finalement, et c'est une matière qui a, évidemment, c'est logique, complètement explosé, et voire, à mon avis, c'est aussi considéré comme un support et un coût, mais c'est devenu stratégique aussi. Évidemment, tous les systèmes. Donc, est-ce que vous avez pu constater, je ne sais pas si vous avez des données, on n'avait pas préparé. Non, ce n'est pas notre métier de faire des données de comparaison de rémunération. Il y a des entreprises qui font ça, donc c'est le métier AS, Mercer, etc., mais ça coûte très cher. Par contre, toutes les données que j'ai trouvées là, que je vous ai données, à part celles évidemment que du cercle Montesquieu, elles sont dans des études AS, Robert Half, etc., qui sont complètement en ligne sur Internet et qui comparent pas seulement les juristes. Donc, vous pouvez très bien aller voir ce qui est dit sur les DSI, ce qui est dit sur les DRH. Là, ce sont des données alors, un peu globales, d'accord, mais qui sont quand même qui vous donnent quand même une bonne idée. Et puis après, il y a la meilleure manière de faire, c'est d'aller interroger, alors peut-être pas vos collègues dans votre entreprise parce qu'ils ne vous répondront pas, mais aller interroger vos copains, etc. Et en condition de garantir une certaine confidentialité, les gens se livrent et vous pouvez du coup vous assurer de voir si vous êtes à peu près dans la moyenne. Et puis il y a une autre fonction qui peut vous donner des idées sur est-ce que votre rémunération est en ligne avec le marché, ce sont les chasseurs. Ouais, c'est leur métier. Et donc les chasseurs, c'est tout à fait intéressant d'aller les interroger pour les dire voilà ce que je fais, voilà dans quelle boîte je suis, qu'est-ce que vous en pensez par rapport au marché. Pour rebondir sur ce que vous avez dit sur le DSI, il faut faire en ce moment le DSI peut-être, mais attention en ce moment sur les fonctions on va dire tech au sens global, avec le digital, parce qu'il y a une rareté quand même du candidat qui fait que l'urgence du besoin fait monter la rémunération à des niveaux parfois qui sont artificiels par rapport à ce qu'on aura en tendance, si vous voulez. Il y a une espèce de bulle. Comme dans les années 2000, en fait. Voilà, c'est ça. Et en ce moment, c'est le digital avec toute la palette de nouveaux métiers qui est associée parce qu'effectivement, le besoin est supérieur on va dire, à la ressource disponible. Donc, et la DSI a eu aussi ça il y a quelques années, puis après, ils étaient retombés à des niveaux un peu plus, on va dire, rationnels. Et là, il y a à nouveau le digital. Alors, comme des fois, le digital est dans les DSI, ça peut faire un effet boule de neige. Parfois, c'est à côté, donc ça peut se jouer, vous voyez, comme ça. Mais c'est effectivement des fonctions il faut regarder l'urgence du besoin et la rareté de la ressource. Ça explique aussi la chose. Mais moi, je retiens toujours cette idée du rôle stratégique, entre guillemets, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'on évite à la boîte qui peut être un élément de négociation ou effectivement de points importants. Sur les systèmes, sur le digital, la data, etc., il y a un vrai sujet. Ouais. Alors, on arrive à la fin. Merci Claude, merci Eric, bien sûr, pour votre intervention. Merci à vous. J'en profite pour vous parler du prochain atelier de la commission management qui a lieu le 19 mai et qui est autour de le recrutement, comment trouver, recruter, manager les juniors, c'est-à-dire les jeunes générations, 2 à 5 ans d'expérience. Donc, c'est le 19 mai au matin en visio avec le cabinet Morgan Phillips. On va discuter autour de ça. Merci à tous. Et puis, si vous avez envie de poursuivre les échanges, vous pouvez nous envoyer des mails à Nathalie ou moi, ou à Eric et Claude. Merci encore à Oasis. Merci beaucoup. Cette proposition. Merci beaucoup. Bonne journée.